Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires Calcio, en ce jeudi soir, et oui c'est jeudi, je vois que dans les commentaires on s'était trompé de jour et que hier on pensait que c'était jeudi, mais non c'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Et puis bah, on va pouvoir un petit peu parler, pour une fois n'est pas coutume, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans Buenos Aires Calcio, c'est les coupes nationales, parce que là on arrive à un moment un petit peu charnière de ces coupes nationales, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne aussi. Cette semaine il y a eu beaucoup de matchs, il y en a d'ailleurs un encore ce soir, hein, Annecy-Toulouse, qui va se jouer, la deuxième demi-finale de la Coupe de France. Donc voilà, donc je voulais revenir un petit peu, parce que finalement ça donne plutôt des bons enseignements sur la forme des équipes avant d'aborder ce sprint final qui va commencer là au mois d'avril avec les Coupes d'Europe, les quarts de finale de Coupe d'Europe qui vont se jouer, mais aussi bah, les fins des championnats qui approchent à grands pas, et effectivement ces tours de coupes qui sont ultra importants maintenant, vu qu'effectivement bah, la finale se profile à l'horizon. Donc voilà. Les coupes Danemark, oui, alors ça c'est une glace, mais la coupe Danemark, donc c'est dans les commentaires, je vois Okotonojo qui me dit les coupes Danemark, effectivement c'est une glace. Donc voilà, bah, ce soir donc effectivement on va parler un petit peu de la demi-finale retour de Coupe du Roi, donc troisième classico en un mois, qui a eu lieu hier soir entre le Barça et le Real. Je voulais revenir un petit peu très rapidement, sur le Bayern qui a fait sa première défaite sous l'ère Tuchel contre Cologne en quart de finale de Coupe d'Allemagne. Donc voilà. Et puis ensuite, je voulais aussi qu'on parle de Nantes qui s'invente une tradition, j'ai dit, parce que ça fait deux fois de suite, 2 années de suite qu'ils sont en finale. L'année dernière, ils l'ont gagné, la Coupe de France. Et puis là, bah, ils retournent en finale. Et puis en finale, ils vont rencontrer soit Annecy, soit Toulouse. Donc aucune équipe qui n'est pas à leur portée. Alors c'est pas pour ça qu'ils vont gagner, hein, parce que si Annecy et Toulouse sont en demi-finale de Coupe, c'est pas un hasard. Donc voilà. Donc ça va être en tous les cas super intéressant. Voilà. Un petit tour dans les commentaires. Grosse claque du Real qui prouve qu'ils sont les meilleurs dans les grands matchs, alors qu'ils étaient dominés en première mi-temps. Bah, on va voir, justement, ça va être intéressant d'en discuter, parce que c'est vrai que le Real s'est fait dominer par le Barça, et en championnat, et en match aller de Coupe du Roi. En championnat, ils se sont quand même pris une sacrée... Enfin, c'était sans discussion. En match aller de Coupe du Roi, c'était plus équilibré, mais bon, ils avaient perdu 1-0, donc c'était mal barré, sachant qu'au match retour, ils allaient jouer au Camp Nou. Donc voilà, donc c'était quand même un match important, surtout bien sûr pour l'avenir du Real, parce que c'est vrai que le championnat, c'est mort, que bah, en quart de finale de Ligue des Champions, ils rencontrent Chelsea, mais... ça va pas forcément être facile, hein. Faut pas croire que ça va être facile, parce que Chelsea est 9ème de Première Ligue. On sait que Chelsea, souvent quand on les attend pas, qui sont là en Champions. Donc ça se trouve c'est cette saison. Et en l'occurrence, donc voilà. Donc c'était un match assez décisif aussi pour Carlo Ancelotti. Je pense que perdre 3 classicos d'affilée et rester entraîneur du Real, je pense pas que ce soit vu beaucoup. Et je pense sincèrement que s'ils avaient perdu cet objectif, qui n'était pas allé en finale, là, en l'occurrence, ils sont allés en finale et ils vont rencontrer Osasuna, parce que l'autre demi-finale, c'était Osasuna Athletic Club. Bah effectivement, c'était compliqué pour Ancelotti, je pense, de rester sur le banc. Là maintenant, le Real a quand même l'opportunité de gagner au moins un trophée. Voire 2 s'il continue en Ligue des Champions, mais ça risque d'être quand même un petit peu plus compliqué, hein. Je dis pas que le Real peut pas le faire, hein. Au contraire, on sait très bien qu'avec le Real, voilà, ça sert à rien de s'avancer, mais voilà, donc en tous les cas, cette coupe, bah moi j'étais pas serein pour eux, et ils ont prouvé hier, je sais pas si vous avez regardé le match, mais ils ont prouvé hier qu'ils étaient vraiment de retour. Le match de championnat qu'ils avaient fait, là où Benzema marque un triplé en 7 minutes, était déjà un bon indicateur de la forme retrouvée du Real. Mais là, je pense que enfin moi en tous les cas, ça m'a vraiment convaincu, parce que
bah, non seulement ils ont eu de très très bons résultats, mais en plus il y a des joueurs qui ont brillé vraiment dans cette rencontre. Modric, je trouve, a fait un match vraiment de très 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 haut niveau. Benzema aussi. Vinicius a fait du Vinicius. J'ai pas trouvé qu'il était très bon, mais il a quand même été décisif, surtout sur le premier but. Hein. C'est un but qui remet les équipes à égalité. Donc voilà. Donc honnêtement, voilà, c'était un but décisif. Enfin, alors je sais pas s'il a été donné à Benzema ou pas finalement, parce que Benzema le pousse dans les filets, mais je crois quand même qu'il a été donné à Vinicius. Donc voilà, mais en tous les cas, Benzema a fait une prestation XXL, mais il y a beaucoup de gens qui ont très très bien joué hier, ils se sont fait rouler dessus en fait, le Barça, vraiment très très peu d'occasions, ils ont eu un espèce de petit regain d'énergie en deuxième mi-temps, mais ça a duré 5 minutes et c'était fini. Forza Youth qui dit « J'ai adoré le match de Camavinga ». Tout à fait, il a été très très bon. Et il est en train de supplanter complètement... Enfin bon, Tchouaméni, mais en l'occurrence, Tchouaméni ne jouait pas parce que le milieu de terrain était un milieu Modric, Kroos et... comment il s'appelle? Ah, l'Uruguayen là. Oh là là, bref. Vous voyez certainement de qui je parle. Je sais pas pourquoi j'ai oublié son nom parce que voilà, enfin bref, j'en parlais encore hier. En tous les cas, le milieu de terrain uruguayen. Donc c'était c'est parce que l'attaque finalement, heureusement hein, d'ailleurs, heureusement que Ancelotti a fait Valverde. Voilà, merci au Cotonou. Ancelotti a sorti une équipe très offensive avec Rodrigo, Benzema, Vinicius et Valverde qui très souvent joue à droite, sur l'aile droite à la place de Rodrigo. Et là, en fait, il a mis et Rodrigo et Valverde, qui sont quand même deux joueurs... alors, Rodrigo encore plus que Valverde, mais Valverde aussi est devenu un joueur très offensif, même si c'est pas un attaquant à proprement parler, pas comme Rodrigo, mais il est très offensif. Donc, ils sont arrivés à 4 joueurs offensifs contre le Barça. En même temps, ils étaient menés 1-0. Tu vas au Camp Nou, si tu mets pas une équipe, c'est bon, quoi. Alors, on va faire un petit tour dans les commentaires. Sur l'équipe de Greg, ils disent que le triplé pourrait relancer... Alors, attends, j'ai dû trouver quelque chose dans les grands matchs alors qu'ils étaient dominés en première mi-temps. Mais le départ de Ancelotti, c'est acté même s'il gagne la coupe. Alors, Ancelotti, son contrat s'arrête là à la fin de saison. Qu'est-ce qu'il a dit Ancelotti? Il a dit en gros je termine ma carrière au Real ou sinon j'arrête ma carrière. Mais ça c'était avant que la fédération brésilienne de football le contacte. Donc effectivement, étant donné que la fédération brésilienne de football l'a contacté, je pense qu'il s'est dit c'est un peu... Enfin, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, voire même ça n'est jamais arrivé avant qu'il propose le poste de sélectionneur brésilien à quelqu'un d'autre qu'à un Brésilien. Donc je pense qu'Ancelotti réfléchit parce qu'en plus il y a un gros potentiel dans l'équipe du Brésil, c'est pas une équipe du Brésil naze qu'il y a en ce moment, donc je pense que Ancelotti pourra en faire vraiment quelque chose de pas mal. Donc voilà, donc il se dit ça. Maintenant, si le Real lui propose un contrat, d'après ce que j'ai compris, il favorisera le Real, toujours. Mais si le Real lui propose rien ou le vire, probablement qu'il ira entraîner l'équipe du Brésil. Mais pour l'instant, il n'a aucune proposition de prolongation. Ancelotti, vous savez comment c'est au Real, tu gagnes pas, tu vires. Hein. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est pour ça que le Real a autant de Champions. C'est parce que, en fait, au Real, tu gagnes pas, tu dégages. Et c'est comme ça. Et moi, je trouve ça très bien, en fait. Je trouve que c'est une bonne philosophie. Surtout qu'on lui met à disposition tout ce qu'il faut pour gagner. C'est pas comme au Paris Saint-Germain. Hein. Galtier va dégager, mais c'est pas parce qu'il a pas gagné, c'est parce que c'est inentraînable. J'ai adoré le match de Camavinga, effectivement. Sur l'équipe de Greg, ils disent que le triplé pourrait relancer. Le triplé 2, ouais, je sais pas. J'ai adoré le match de Camavinga, donc effectivement Camavinga vraiment bon, en latéral gauche malheureusement parce que Mendy est blessé, mais franchement il joue plus que Tchouaméni, donc voilà. La défense du Barça c'était n'importe quoi aussi, bah ouais c'est bizarre parce que c'est un peu leur point fort, hein. Le Barça est la meilleure défense de Liga cette année, ils ont pris très très peu de buts, je crois que c'est moins de 10, il me semble qu'ils sont à 9 ou 10, un truc comme ça. Donc hier ils en ont pris 4, c'est énorme par rapport à ce qu'ils ont pris toute la saison.
Donc leur défense, c'est quand même leur point fort normalement. Araujo fait une super saison, Baldé aussi. Non, honnêtement, je suis surpris qu'ils aient pris autant de buts. Bon, il y avait un péno indiscutable pour le Barça. Est-ce que tu parles, Forza Youth, de la main de Alaba sur le tir ou sur le centre? Si c'est ça, en fait, les règles, c'est que si la main est en contact avec le sol, tu peux pas siffler penalty. Hein. Maintenant, c'est les nouvelles règles. Hein. C'est dès que tu es en appui sur ta main avec le sol, ta main n'est pas comptée. Donc, si c'est celle-là, effectivement, il n'y a pas penalty du tout. Donc, voilà. Ouais, c'était pas volontaire, mais bon, quand même, dans la surface, c'est vrai. On a vu des pénaux sifflés pour moins que ça. Je suis d'accord avec toi, je suis avec vous, mais le truc, c'est que c'est vraiment une nouvelle règle qui a été mise à jour. Donc c'est normal qu'ils aient pas sifflé, et normalement partout en Europe, dès que la main touche le sol, on appuie sur la main, tu peux pas siffler de penalty, c'est pas compté comme une main, parce qu'en fait on considère que tu peux pas te laisser tomber comme quelqu'un qui est mort, quoi, en fait. Donc tu vas mettre tes mains forcément. Donc voilà. Alors, mais c'est pas pour faire genre avantage pour les Barça avec les affaires d'ingérence. Comme le Bayern, les têtes tombent. Oui, effectivement, les têtes tombent dès que tu gagnes pas. Ok, je termine avec les commentaires. Et pour le triplé et le ballon d'or, je parlais de Benzema. Oui, effectivement. Ouais. Salut à tous et salut Sneaker PSG. Ça va bien? Ça fait plaisir que tu sois là. Donc voilà, en tous les cas, on a vu hier un Real, je trouve, qui m'a fait grandement penser au Real de l'année dernière en Ligue des Champions. En fait, c'est un Real où tout est calculé, tout est parfait. Hier, ils n'ont pas perdu, je les ai pas. Alors, j'ai pas regardé 100% des minutes du match, mais j'en ai regardé beaucoup. Enfin, c'est comme si tout était parfait en fait. Il y a personne qui a perdu une balle. Modric, il a fait un match 5 étoiles, Benzema aussi, Vinicius, bon, excepté son problème de provocation constante là, qui est un petit peu saoulant. Franchement, il a fait un super match. Après, Asensio, quand il est rentré, c'était pas terrible, mais Asensio, c'est quand même rarement terrible. Hein. Le Barça, c'est pareil, le Real lui a pas proposé de prolongation pour l'instant. Et je vois que les clubs commencent à s'approcher de lui, parce que j'ai vu, par exemple, le Milan qui commence à lui faire des propositions, vu qu'il est gratuit, là. Donc voilà, donc c'est franchement le Real m'a un petit peu inquiété. Ces dernières semaines, je les sentais complètement éteints. Ils ont eu des très mauvais résultats. Franchement, c'était très très chaud, les résultats du Real. C'était très chaud pour Ancelotti, et ça commençait à craindre sérieusement, même pour le Real, hein, parce que j'avais l'impression qu'ils allaient terminer la saison avec 0 titre. Et puis finalement, là, ils se réveillent au meilleur moment. Ancelotti a su faire souffler ses joueurs, hein, parce que le match précédent, Modric joue pas. Enfin, il y avait beaucoup de monde sur le banc. Donc en championnat, là, où Benzema marque son triplé en 7 minutes. Donc voilà, en tous les cas, moi, très très grosse impression du Real, juste avant la Ligue des Champions. Dans le même temps, et c'était pas hier, mais c'était avant-hier, mardi soir, j'ai regardé un famélique Liverpool-Chelsea. Horrible, franchement, horrible ce match. Chelsea, je comprends pas pourquoi ça prend pas. Alors bon, là c'est l'entraîneur adjoint, etc. Mais quand vous regardez l'effectif sur le terrain, tu te dis mais c'est pas possible. Et quand tu regardes le banc, c'est encore pire. Et ça prend pas. Alors bon, bonne nouvelle pour Chelsea. Il y a N'Golo Kanté qui est revenu et qui a à nouveau retrouvé, en tous les cas, moi il m'a impressionné par son activité. Mercredi soir, mais c'est vrai que là, prendre le Real dans cet état-là qu'ils ont montré contre le Barça, pour Chelsea en ce moment, vu le niveau du match que j'ai vu entre Liverpool et Chelsea, c'était clairement le 8e contre le 10e de Première Ligue. Enfin, je sais plus s'ils sont 8 et 9 ou 8 et 10. C'était, il y avait aucun problème, c'était pas du tout un choc de haut de tableau. C'était pénible à regarder, quoi. Tout était raté, enfin, il y avait rien n'était dans le timing, franchement, c'était pas terrible. Donc voilà, effectivement, je pense que ça va être compliqué pour Chelsea, même si je pense que c'est
Je l'ai dit récemment que c'est probablement le meilleur effectif d'Europe, à moins que, je sais pas, ce week-end, il nous trouve un entraîneur et Nagelsmann arrive à les transformer en 3 jours, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué pour Chelsea de passer le Real, et donc après, une fois que le Real est en demi-finale, contre le Bayern ou contre le Manchester City, je sais pas. D'ailleurs, salut Jacques Lafritte, merci d'être là. Lampard le retour, d'ailleurs Lampard était dans les vestiaires, hein. Dans les vestiaires, pas dans les vestiaires. Peut-être dans les vestiaires, mais j'ai pas cette info. Il était dans les tribunes. Il commence à se remontrer à Stamford Bridge pour un petit peu, on sait jamais, hein, il y a un poste libre. Je pense qu'il est revenu prendre des nouvelles un petit peu pour savoir comment ça se passe. Malheureusement, Lampard, je pense qu'il a atteint ses limites. J'ai pas l'impression que ce soit un bon manager. Tactiquement, en tous les cas, il est très limité. J'ai jamais vu une de ses équipes produire un bon jeu. Il est pas inventif au niveau tactique. Voilà, il vit un peu sur son... Il vivote, hein, parce que franchement, ses résultats en Première Ligue, c'est pas terrible. Il vivote sur ses résultats, quoi, sur son aura, on va dire, en tant que joueur. Donc voilà. J'ai fait pire que toi mardi, j'ai regardé en même temps Inter-Juve et Chelsea-Liverpool. Ouais. J'ai essayé de regarder Inter-Juve, mais je n'ai pas trouvé de lien pour regarder Inter-Juve parce que ça n'est pas retransmis en France. Personne n'a acheté les droits de la Coppa Italia, malheureusement. Et donc, j'ai essayé toute la soirée de trouver un lien pour le regarder. J'ai pas regardé, donc bien sûr, j'ai regardé le résumé. Je l'ai même pas mis dans l'énoncé parce que là, ce qui s'est passé déjà pendant le match m'a profondément courroucé. Hein. Encore une fois, autant on parlait de bons représentants pour la Serie A en parlant de Naples, je sais pas, de la Fiorentina, du match Milan-Napoli, enfin Napoli-Milan qu'il y a eu, etc. la semaine dernière, là, lundi. Autant très clairement, les Inter-Juve et les Juve-Inter ces derniers temps, c'est pas du tout des bonnes pubs pour la Serie A. Entre les bagarres, les cris racistes, etc., franchement, c'est pénible parce que tu essayes de sortir de cette image caricaturale du football italien où tout le monde dit qu'il y a des racistes, etc. Et puis, et voilà, enfin, tu vois ça et tu te dis, mais c'est pas... Enfin, bref. Voilà. C'est triste. Moi, franchement, ça me rend triste. Et puis en plus, les autorités font strictement rien, ou quasi rien. Il y a des sanctions qui sont ridicules. J'espère que là, tout le monde va être sanctionné à vie de Juventus Stadium. J'espère, mais franchement, j'y crois pas vraiment, malheureusement. Donc voilà. Oui, mais je comprends que entre Inter-Juve et Chelsea-Liverpool, il y a moyen que ça pique les yeux. Il était sur Canal 5 en italien. Ouais, mais j'ai pas trouvé Canal 5. Bon, bref. Merci au Cotonou si tu m'envoies des liens pour regarder la Copa. Bien sûr, des liens officiels, etc. Hein, bien entendu. Hein. Je veux pas me faire bannir, les gars. Donc, voilà, en tous les cas, un Real, franchement, moi, qui m'a vraiment impressionné hier, et c'est de mauvais augure, ou de bon augure, si vous êtes un supporter du Real, pour la Ligue des Champions. Donc, voilà, ouais, ça m'inquiète un petit peu, tout ça. Ça risque de pas s'arranger vu le gouvernement, effectivement, mais l'Italie n'a pas attendu un gouvernement d'extrême droite pour malheureusement ne rien faire pour les problèmes de racisme dans le football. Il y a eu des gouvernements de gauche, il y en a eu plein qui se sont succédés depuis que je suis le football italien. Il y a eu beaucoup de gouvernements de droite aussi. Il y a eu de temps en temps des gouvernements d'extrême droite. Aucun n'a rien fait. Donc voilà, c'est simple. Malheureusement, c'est comme ça. L'éternel recommencement en Serie A, jamais de sanctions franches, même quand c'est grave. Ouais, tout à fait, c'est clair, hein. Franchement, c'est fou. Il y avait eu vraiment en 2004, je crois, c'est 2004 ou 2006, quand il y a eu le mort lors de AS Roma Lazio, plus le scooter dans la curva de l'Inter qui a été jeté du 3e anneau, etc. Là, ils avaient tapé très très fort. Au niveau sécurité, avec il fallait ta pièce d'identité. Je me souviens encore pendant des années j'ai galéré pour aller voir des matchs en Italie. Il fallait donner son numéro fiscal, etc. Enfin c'était une tannée pour réussir à avoir des billets. Là ça s'est un petit peu assoupli maintenant, parce que maintenant il y a les cartes de supporters, donc c'est un petit peu plus cool, mais c'est vrai que c'était vraiment une tannée à un moment donné d'aller voir un match en Italie, après ce fameux scooter dans les tribunes, et qui était la même semaine que le mort qu'il y avait eu lors de AS Roma Lazio, ou l'inverse, Lazio AS Roma.
Donc voilà. On va dire, il y a juste des petites pubs bizarres sur les liens, ça va. Berlusconi. Ok, ça marche. Pour Chelsea, ils auront bientôt dépensé plus pour les entraîneurs que les recrues. Probablement, ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est possible. On va passer au deuxième point de Buonasera Calcio. On va passer à la défaite du Bayern à la quasi dernière minute en quart de finale de Ligue des Champions contre c'était Freiburg, hein, je crois. Donc voilà. Après c'était vraiment un match qui était très disputé, vraiment. Et enfin, je l'ai regardé et c'est vrai que c'est comment dire. Ce qui était bizarre, c'est que la maîtrise que le Bayern a montré contre Dortmund, bah, ils l'ont perdu instantanément contre Fribourg. Fribourg, c'est une bonne équipe hein, cette année. Fribourg est bien classé dans le championnat. Ils jouent là, ils sont dans les contenders, on va dire, pour participer à la Ligue des Champions, c'est-à-dire terminer dans les 4. Donc voilà, donc c'est quand même pas une petite... Oui, tout à fait. Alors, je rebondis sur le commentaire que je viens de lire en direct. Et ce week-end, il y a Freiburg-Bayern, j'allais en parler. Ils se rencontrent en championnat. Donc on va voir. Freiburg, c'est vraiment une bonne équipe. Hein. Alors là, ils ont perdu en Ligue Europa. C'était contre la Juve, il me semble. Mais sinon, franchement, c'est plutôt une bonne équipe qui joue bien. Et en l'occurrence, là, le Bayern était méconnaissable comparé au match qu'ils ont fait contre Dortmund. Et c'est là où je doute que Nagelsmann ait été le seul responsable des résultats du Bayern un petit peu en dents de scie ces derniers temps. J'ai l'impression que le vestiaire a besoin d'air, parce que le vestiaire, en gros, c'est ce que je disais, je les appelle les sénateurs maintenant, les joueurs du Bayern. Ils sont vraiment, comment dire, ils sont vraiment bons. C'est pas le problème, c'est pas un problème de niveau, c'est pas comme au Paris Saint-Germain où non seulement ils se prennent pour des gens qui ne sont pas, mais en plus ils sont nuls. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui est hors norme, qui s'appelle Kylian Mbappé. Tout le reste des joueurs, franchement, c'est mauvais. En fait, ça doit pas être titulaire dans une équipe qui cherche à gagner la Ligue des Champions. Il y a quasi aucun joueur qui peut être titulaire dans une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions, excepté peut-être même Mendes et Hakimi. Mais le vrai Hakimi, pas son frère, pas celui de cette année. Donc voilà. Mais sinon, au Bayern, ils sont forts. L'effectif est bon, etc. C'est pas le problème. C'est juste qu'ils ont beaucoup de mal à se motiver. Et c'est pour ça que je les appelle les sénateurs. C'est un peu, ils sont compliqués à motiver en fait. Donc là, ils avaient pas trop envie contre Freiburg. Ou plus exactement, ils sont partis en se disant, bah c'est Fribourg, on va peut-être pas, tu vois, ça va le faire. En fait, non, ça l'a pas fait du tout. donc voilà. Et penalty à la dernière minute et hop, il tremble pas et il marque et merci, c'est gentil, vous avez perdu la coupe. Donc pour le Bayern, c'est embêtant de perdre la coupe, hein, parce que c'est un petit peu c'est un petit peu sa chasse gardée en même temps que le championnat, donc voilà. Un petit tour dans les commentaires en Europa League. Je suis tombé par hasard sur un match de Freiburg, j'étais bluffé, ouais, ça joue très très bien. Le Kylian Saint-Germain qui nous a fait son caca nerveux aujourd'hui, il se régale de ça côté Madrid. Ouais, là, bon, on va pas parler de ça, on en parlera peut-être un autre jour, mais c'est vrai que donc le Paris Saint-Germain a sorti une espèce de vidéo qui promeut les abonnements, je sais pas si vous l'avez vu, pour l'année prochaine, 2023-2024, et ils ont imagé ça avec comment une vidéo de Mbappé où il est dans les tribunes du Parc des Princes. Il y a très peu de joueurs qu'on voit excepté Mbappé et puis deux ou trois autres joueurs. Et en fait, Kylian, je pense, prépare sa sortie. En tous les cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, parce qu'en fait, il a dit ouais, moi je suis pas du tout d'accord avec cette vidéo. J'étais pas au courant que ça allait être pour la campagne d'abonnement, etc. En gros, hein, je résume. Mais il a réagi de façon très très forte à ça, en disant oui, voilà, enfin bon, tu joues au Paris Saint-Germain, tu fais une interview, ils utilisent la vidéo comme ils veulent, quoi. Après, c'est vrai que, compte tenu de la situation particulière de Kylian Mbappé, c'est peut-être pas une bonne idée de le mettre dans la vidéo des abonnements de l'année prochaine, sachant qu'il y a quand même une grosse chance qu'il s'en aille cet été. Donc voilà, je pense tu peux attendre d'être sûr qu'il reste avant de faire ça. Mais bon, donc voilà. Je
tombé par un. Ekitike, c'est le 9 XPTDR, oui, effectivement. Donc oui, allez voir la vidéo, elle est pas mal en plus la vidéo. Franchement, la vidéo est bien. Le problème, c'est que Kylian ne savait pas pourquoi est-ce qu'il faisait cette vidéo. Et je pense qu'il avait pas trop envie d'encourager les gens à s'abonner. Et donc, c'est lui qui dit, c'est le Paris Saint-Germain, c'est pas le Kylian Saint-Germain. Donc, j'ai pas normalement à, moi, inciter les gens à s'abonner. Donc, voilà, c'est ça qu'il dit. Et c'est pour ça que Forza Youth part du Kylian Saint-Germain. Donc, voilà. Effectivement. Donc voilà, en tous les cas, Tuchel a perdu son premier objectif. Le Bayern en a toujours 3 chaque année, la Coupe, le Championnat et la Ligue des Champions. Il a perdu son premier objectif et son premier match. Comment est-ce qu'ils vont rebondir justement contre Freiburg ce week-end? Ça va être très très intéressant. Parce que Freiburg joue très bien, comme vous le dites. Donc je sais pas ce que ça va donner et je suis pas sûr que ça les mette vraiment en confiance pour le match contre Manchester City. Maintenant les sénateurs contre City, je pense qu'ils vont se réveiller. Mais après City c'est City. Franchement j'ai vraiment, déjà première chose, il faut regarder les choses en face. Je suis nul en pronostic. je pense que j'aime beaucoup analyser les matchs, mais franchement les prévoir j'ai beaucoup de mal. Donc voilà. Effectivement, j'ai beaucoup de mal à voir qui va gagner du Bayern ou de Manchester City, justement à cause de l'imprévisibilité du niveau du Bayern. Le Bayern est capable de tout, comme il est capable de rien, comme on l'a vu hier, où franchement c'était vraiment pas terrible. Honnêtement, j'ai pas vu un Bayern qui m'a impressionné du tout. Kimmich, je le trouve malheureusement des fois un petit peu dépassé par ses responsabilités dans le jeu. En fait, quand c'est le boss, c'est un petit peu compliqué. J'en parlais avec un supporter du Bayern, un ami supporter du Bayern, en l'occurrence. Kimmich, en fait, quand il doit prendre 100% du jeu à son compte, quand il n'est pas accompagné de gros milieux de terrain comme Goretzka ou de trucs comme ça, en fait, je trouve qu'il explose. C'est un petit peu ces leaders comme Thiago Silva. Thiago Silva, en fait, quand c'est lui le leader, il explose complètement. En revanche, quand il a pas la pression du leader, comme c'était à Milan ou comme c'est à Chelsea, en fait, tout va bien. Il joue très bien, il est épanoui, etc. Il y a des joueurs comme ça qui prennent trop à cœur leur mission et ça influe sur leur niveau technique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore Kimmich, attention, il est très très fort, etc. Mais je pense qu'il surjoue quand il est tout seul au milieu de terrain et qu'il n'est pas accompagné d'un gros milieu de terrain. Là, c'était... voilà, bref. Alors... Ogutonojo, d'ailleurs, l'échange Ekitike et de l'argent pour Osimhen, ouais, faut essayer, mais je pense que là, Naples, s'ils prennent Ekitike, là, je pense que ça va être marrant. Ah bah, pour le coup, c'est un vrai neuf de compète, ouais. Bienvenue au club, alors analyser, parier en prono, souvent fait l'inverse de moi. D'accord. Tuchel est là jusqu'au moins la fin de saison prochaine, a priori, oui, je pense. Là, genre, je vois City largement favori et donc le Bayern va passer. Ah oui, donc tu es absolument l'inverse de ce qu'il faut. Ok, très bien. Bah écoute, donc probablement le Bayern va passer. Mais écoute, c'est cool. Voilà. En tous les cas, on va voir, mais les 2 prochains matchs du Bayern vont définir un petit peu leur saison, je pense. Et l'espèce de cycle dans lequel Tuchel va les emmener, parce que s'ils reperdent contre Freiburg en championnat et que derrière ça se passe mal avec Manchester City, je pense que la fin de saison va être un petit peu compliquée. Donc voilà. Bref, on verra bien cette fin de saison en Allemagne. Écoutez, on va terminer tranquillement avec Nantes, qui s'invente une tradition. Alors pourquoi je dis bah oui, parce que deux finales d'affilée. Voilà, tout le monde a dit pendant des années en France que le Paris Saint-Germain était imbattable, que de toute façon il gagnait tous les titres, etc., etc. Nantes, en fait, ils s'en foutent. Et franchement, ils ont bien raison. Camboiré, alors, je vais pas revenir sur sa polémique sur le Ramadan ou pas. Ça le regarde. Bref, j'ai pas d'avis là-dessus. Je trouve ça un petit peu restrictif, mais en même temps, bref. Voilà, je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne veux pas en parler. Mais le truc, c'est que, en revanche, il y a un truc qu'il sait faire, c'est les galvaniser pour un match en particulier, et aussi
moi, ce que je voulais surtout souligner, c'est le public de la Beaujoire, qui est probablement un des meilleurs publics de France, avec Lens, je pense, et Marseille, certainement, probablement Strasbourg. Et je pense qu'il n'y a pas mieux en France. Mais Nantes, quand la Beaujoire est déchaînée comme ça, c'est franchement génial à voir. C'est un public qui les supporte super bien. On l'a vu aussi en Europe, comme par exemple le match contre la Juve. C'était complètement dingue ce qui s'est passé au stade. Et là, hier, c'était aussi vraiment mortel. Donc voilà, donc c'est en tous les cas Nantes avec ses armes limitées, bah eux ils se posent pas trop de questions, ils y vont et c'est vraiment bien ce qu'ils font. Donc voilà, franchement j'avais juste envie de dire ça, dire que bah finalement en plus ils peuvent vraiment la gagner back to back et aller en Europe encore une fois l'année prochaine, parce que Annecy ou Toulouse c'est très prenable comme je disais au début. Donc voilà, franchement c'est plutôt cool. Alors juste je vais faire un petit tour. En parlant de Bundesliga, Dortmund joue versus l'Union Berlin. Les 4 premiers qui se rencontrent, gros week-end du coup en Allemagne. Ouais, ça peut être un week-end qui va remixer un petit peu tout. Point 4 à prévoir, le TFC lancé dans l'inauguration de l'armoire à trophées. Bah, j'espère pour le TFC, parce que franchement c'est une super équipe. Alors, autant Nantes a un super public et tout, mais l'équipe joue pas super bien. Heureusement, ils ont Ludovic Blas, et je parle pas de son but d'hier, mais même en général, c'est un très bon joueur, Ludovic Blas. Mais l'équipe en général ça joue pas très bien. Camboire c'est quand même pas le football champagne, hein, faut pas déconner. En revanche le TFC de Montagnier ça joue très très bien, ça joue très très bien. Alors ils ont pas d'attaquants de très haut niveau, donc bah souvent ils mettent pas les buts qu'ils devraient mettre, et puis ils ont pas de défenseurs de très haut niveau. Ce qui fait que bah, de temps en temps, la défense est un petit peu dépassée, et c'est pour ça qu'ils sont pas dans le top 5 français. Mais le fond de jeu, quand ça joue au foot, bah, franchement, c'est vraiment très très agréable à voir. Et c'est de toute façon, voilà. En plus, je peux pas dire quoi que ce soit sur le TFC parce que en fait, c'est les mêmes propriétaires que l'AC Milan. En tous les cas. Il y a une partie des propriétaires du TFC, une partie de l'actionnariat du TFC qui est Redbird Capital, et donc le même propriétaire que l'AC Milan. Donc voilà. Ouais, bah d'ailleurs, Blas à l'AC Milan l'année prochaine, tout à fait. Non, franchement, Ludovic Blas, franchement, c'est un super joueur. Bon, alors Blas joue pas au TFC, mais en l'occurrence, tu vois, le lien avec l'AC Milan, il est génial. Donc comme si c'était pas un match de coupe. À fond pour Annecy ce soir, c'est presque en Suisse. Ouais, c'est en Suisse, moins 60 km, moins 30 km, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est presque la Super League Annecy, effectivement. En tous les cas, voilà, Nantes mérite. Il va y avoir encore une armée jaune au Stade de France, là, en fin de saison, pour la finale de Coupe de France. Donc c'est franchement bien, moi, je trouve ça bien. Et Nantes, en fait, pour moi, c'est vraiment un club que j'ai toujours un peu... comment dirais-je, porté dans mon cœur, alors jamais supporté, mais porté dans mon cœur parce que bah, c'était un peu un club mythique dans les années 90, 2000, avec leur jeu à la nantaise, Coco Sodio, suivi de l'autre coach là, bon bref, Reynald Denwex, pardon. Donc voilà, il y avait une vraie école de jeu, c'était peut-être même probablement la seule école de jeu en France, contrairement à plein d'autres pays, hein, où tu avais le Catenaccio pour l'Inter, tu avais Arrigo Sacchi pour le Milan qui a révolutionné le football, en Hollande tu avais l'Ajax de Cruyff, mais aussi à côté le PSV Eindhoven qui avait une autre façon de jouer au football, en Angleterre tu avais le Kick and Rush et puis tu avais Arsenal, enfin bref, donc il y a dans tous les pays généralement il y a beaucoup d'écoles de foot. En France, malheureusement, et c'est ça qui manque un peu, hein, entre autres, hein, ça concourt aux faibles résultats de l'équipe de la France en Europe, parce qu'il n'y a pas de culture tactique, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas d'école de jeu, excepté Nantes. Il n'y a quasi pas eu d'école de jeu où tu sais que voilà, bah, c'est tel style de jeu qu'on développe dans tel club. Il y a eu vite fait Auxerre, avec ses ailiers, la défense individuelle, les choses comme ça, mais c'est parce que c'était la volonté d'un homme plus que d'un club, quoi. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce que... La génération loco Pedro Suedec, ouais, absolument. Le régal de l'enfance, football total. Ouais, c'est clair, c'était vraiment du football total. Avec Coco Suodo, ouais. Ouais, je crois que Suodo s'écrit comme ça, Forza Juve. Le style de jeu est historiquement basé sur des particularités physiques. Oui, c'est vrai, tout à fait, je suis d'accord. En fait, en France, on se base sur les particularités physiques des joueurs. Et malheureusement, on définit le style de jeu là-dessus. Alors que dans tous les autres pays, la plupart du temps, on définit un style de jeu et on recrute ou on forme les joueurs dans ce style de jeu. Comme le Barça, avec leur jeu, voilà, etc. Lyon, PSG, Rennes, Lille, ça forme pas mal de joueurs, mais ils partent ailleurs. Non, mais les joueurs sont très bien formés, c'est pas le problème, c'est juste qu'il n'y a pas de culture tactique. Quand ils vont à l'étranger, ils acquièrent une culture tactique et ils deviennent des joueurs top niveau. On le voit d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Mais ça change pas que les clubs français gagnent rien. Donc il y a un problème. Tu as des très bons joueurs, mais tu gagnes rien. C'est donc que c'est pas le joueur le problème. C'est la tactique, tout simplement. Donc voilà. C'est ça le truc. Enfin, pour ça qu'un Griezmann a dû s'expatrier en Espagne car personne ne voulait de lui, voilà, absolument, parce que bah oui, il rentrait pas dans les standards de la formation française, parce que bah Griezmann, il fait pas vraiment des différences en un contre un en fait. Donc c'était pas intéressant parce qu'un Griezmann, ça se vend pas bien en fait, ça se vend pas. Il faut le faire évoluer petit à petit dans des clubs où ça joue au football. Si t'as pas de fond de jeu, Griezmann il sert à rien. Enfin, en tous les cas, il servait à rien quand il a commencé, quand il était jeune. Le fait d'avoir son vivier chez les joueurs subsahariens influe sur le jeu des équipes françaises. Probable, ouais. C'est très possible. Il y a aussi les salaires de l'APL. Oui, c'est vrai. Ouh là là, on va parler des quotas de Laurent Blanc. Oui, c'était bien parti là. Sneaker PSG était bien parti sur cette pente là. les qualités physiques en fonction des catégories ethniques. Ouais. je vais pas m'engager sur ce type de chemin. Mais bon, bref. En tous les cas, voilà. C'est vrai en tous les cas qu'on forme des très bons joueurs en 1 contre 1, mais que malheureusement on ne leur donne pas de culture tactique et ils l'acquièrent ailleurs, et quand ils sont intégrés dans un club, enfin ou en tous les cas dans un football qui a une vision, bah en fait généralement ça marche pas. Ça marche, parce que bah, probablement on a la meilleure formation du monde, je pense. En ce moment, genre en tous les cas depuis ces 10 dernières années, je pense que c'est la France qui a la meilleure formation du monde, très clairement. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, ça a été un plaisir encore, vous savez, je vous le dis, 2 fois par semaine, à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de passer du temps avec vous pour discuter de foot. Toutes vos réactions vraiment me font chaud au cœur. Et ben voilà, en tous les cas, c'est fini pour ce soir. Lundi, on a un très gros Buonasera Calcio parce que ce week-end en championnat, c'est la fête un peu partout. Et puis... le lendemain, à partir de mardi, c'est la Champions League qui revient. Donc franchement, ça va être incroyable. J'ai hâte de vivre ces 2 prochaines semaines avec les matchs allés et les matchs retour de Coupe d'Europe qui vont revenir. Ça va être fantastique. Là, on est plein dans le sprint final de la saison. Donc j'ai vraiment hâte de vivre ça avec vous. Merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à le partager tout autour de vous. Si vous trouvez que c'est bien, bah, avec grand plaisir, partagez-le. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr suivre Buonasera Calcio sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à me contacter pour me demander qu'on aborde des sujets, me faire part de vos réactions, etc. Merci encore. Et puis bah n'oubliez pas, hein, ciao ragazzi, ciao, à bientôt, à lundi.